Messieurs, merci. De toute façon, on va encore en débattre de la guerre des bondes tout à l'heure. Donc, on va passer maintenant à la musique de Jamais plus jamais. Et d'ailleurs, sur cette BO qui peut diviser et qui divise les fans, qu'est-ce que je vais vous demander votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Steve. Écoute, je dois avouer que c'est pas ma préférée, mais j'ai pas trop d'avis sur cette BO parce que je l'ai pas souvent écoutée. Mais Est-ce que honnêt- tu trouves est-ce que tu trouves qu'elle colle au style de James Bond? honnêtement, oui, quand même. Je D'accord. trouve quand même ouais, ça va. Après, on sait comment elle a été sélectionnée, quoi, Michel Legrand. Donc, ben, je trouve qu'il s'en est bien sorti quand même. Ça va. Alors, on va demander l'avis. Je vois qu'il y en a qui font la moue et je n'ai pas la langue qui fourche. Jessie. Déjà, on peut être fier d'avoir eu deux Français qui ont fait des BO de James Bond, hein. Il y a eu Legrand et Serra. On parle toujours de la BO de Serra, je trouve, sur GoldenEye, mais je trouve que Michel Legrand a réussi à faire pire. Moi, je trouve que c'est une des BO les moins bonnes de tous les films de James Bond, hein, sur tous. Il y a quelques bons morceaux, hein, la poursuite, le tango, la poursuite en Renault, c'est très bien, mais je trouve que Serra a su davantage regarder l'esprit de ce qu'avait fait Barry que Michel Legrand. Après, est-ce que c'était ce qu'on lui a demandé? Ça, je sais pas. L'esprit de Barry, Eric L'esprit. Serra. Ouais, faut aller le chercher Ouais. loin, Oh hein. non, Legrand. Ouais, non, on lui a demandé de faire du Legrand. On engage Legrand pour qu'il apporte le son Legrand de toute façon à la base. Je veux dire, c'était un des plus gros compositeurs. Il avait fait quelques BO énormes, que ce soit Les Jacques Demy, L'affaire Thomas L'affaire Thomas Crown. Crown, Ice Station, Zebra Station polaire, dont une partie des thèmes, le style des thèmes est repris largement dans Jamais plus jamais. On lui demande d'apporter sa touche. On ne lui demande pas de copier bêtement Barry, sûr. D'ailleurs, il faut préciser, parce que ça n'a pas été le premier contacté, hein, l'ami Legrand, il y a eu John Barry qui a été contacté, qui a refusé par fidélité pour la maison E.ON, hein, et puis d'ailleurs fidélité qui s'est poursuivie jusqu'en 1987 avant qu'il ne lâche l'affaire. Et puis il y a eu James Horner qui a été contacté, qui était au tout début de sa carrière. Il était en train de faire des films comme Krull, Star Trek 2, La colère de Khan. Il allait être engagé, sauf qu'à un moment, le film a été retardé. Tout le monde croit qu'en fait, Sean Connery l'a court-circuité en disant ah, ben, j'ai croisé Michel Legrand dans un couloir, donc j'ai pris Legrand. Non, non, ils ont pris Michel Legrand parce qu'à un moment, le retard du film fait que James Horner était engagé sur un autre film, n'a pas pu le faire, tout simplement. Mais James Horner était bien choisi pour faire la BO et c'était, il me semble bien me souvenir, un choix du producteur Jack Schwartzman. On va demander l'avis de José Alors, sur la bah, BO. moi, contrairement à beaucoup de ce que j'ai pu entendre, moi, honnêtement, je dirais que c'est pas la plus bondienne des bandes originales, mais néanmoins, je trouve qu'elle s'accorde assez bien au style global du film. J'aime beaucoup la séquence du tango, j'aime beaucoup toutes les musiques qui accompagnent le détournement des ogives nucléaires. Après, en ce qui concerne la poursuite en Renault 5, effectivement, c'est un petit peu trop jazzy, etc. C'est un petit peu déconnecté de ce qui se passe à l'écran. Mais globalement, bah, je trouve que ça passe bien. Il faut quand même remarquer une chose qui est quand même extrêmement importante. Il y a beaucoup de morceaux qui n'ont pas été utilisés dans le film, qui apparaissent aussi bien dans le 33 tours de Seven Seas que dans le CD de Silva Screen, qui n'ont pas été utilisés dans le film, mais par contre qui ont été utilisés plus tard pour d'autres usages, et notamment le fameux Bond Back in Action, qui a été utilisé dans le teaser de True Lies, un film de Schwarzenegger. C'est dire si Legrand avait quand même la capacité à composer vraiment des thèmes d'action. Et ça reste quand même un point qui, pour moi, est assez remarquable. D'ailleurs, José, je précise une chose, le film a été largement remonté et en conséquence de quoi, en fait, Irving Kershner n'a pas pu utiliser justement l'intégralité des morceaux Oui. et il a dû des fois replaquer des bouts de morceaux déjà réutilisés, d'où la disparité que tu évoques. Ouais. Alors, justement, sur les scènes coupées, il y en a beaucoup et tu nous en parles tout à l'heure, Eric. Mm. Il y a eu énormément de cuts, comme on dit. Damien, toi qui es un spécialiste musical, qu'en penses-tu? Oui, comme tout le monde le sait. Non, alors moi, le truc, c'est que malheureusement, et c'est ce qui fait aussi la différence
Il n'y a pas le gun un barrel. film. Mais oui, non, mais il y a pas le James Bond thème. Et donc, du coup, en fait, effectivement, c'est la moins bondienne de toutes les bandes originales, puisque il manque quand même le thème central. Oui, donc, mais du coup, en quelque fait, on s'y part, retrouve pas. Mais Damien- outre ça, Damien. Oui, non, mais attends, outre Je suis ça, là. mais j'allais y venir. Damien, par la Si vous force des laissez choses, finir mon propos. on ne pouvait pas faire Non, mais- autrement. Mais alors, Mais oui, je, c'est voilà, je le juridique, sais. Non, mais alors, attendez, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, du coup, c'est la moins bondienne parce qu'il ne pouvait pas utiliser le bon thème. Bon, bah ça, on est tous d'accord. Je pense qu'il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. C'est vrai que la scène Il y a des du choses tango, elle moyennes. non, il y a beaucoup de choses, mais je trouve pas que la musique de Michel Legrand colle vraiment à l'esprit de James Bond. Il y a quelques fulgurances par-ci par-là, mais ça manque de bondien. C'est-à-dire, je trouve que ça manque de cordes, de cuivre, ça manque de l'esprit James Bond. C'est ce que moi, c'est le seul reproche que je fais à ce film-là, parce que c'est un film que j'ai tardivement regardé, puisque je l'ai regardé que l'année dernière, mais que j'ai vraiment apprécié pour le coup. Oui, ça pour le coup, on peut dire que si c'est que l'année dernière, c'est vachement tardivement. Hein. Mais oui, mais écoutez. Damien est un fan de la saga Eon. Comme en amour, et on petit patapon, mais comme en amour, je suis un homme fidèle. Je suis un homme fidèle à ses valeurs, je suis un homme fidèle. Donc, non, mais vraiment, voilà, c'est pour ça qu'en fait, on peut difficilement comparer. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'à part. On peut pas comparer avec les autres films. Je trouve que ça n'aurait aucun sens. Ouais. Puisque tous les autres films ont l'esprit que l'on connaît et qu'on aime en général. Voilà. L'emballage Ion a donc. Oui, mais pour toi, c'est un film non officiel pour le coup. Non, parce que alors, d'abord, c'est Indépendant, Damien. Damien. C'est un terme que je n'utilise jamais depuis, en tout cas, que je suis sur Planète 007, puisque c'est un terme que je disais pendant des années. Je disais c'est un truc non officiel, c'est nul, sans l'avoir vu, en fait. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je me suis mis dessus, j'ai vraiment regardé. J'ai passé un excellent moment, mais la bande originale, il manque quelque chose. Je veux dire, il manque le gun barrel, il manque l'habillage pour que ce soit un film parfait. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'ont remonté avec. Il manque l'habillage, je suis quand même pas mon curé chez les nudistes avec Paul Prébois. Hein. Oui, on est d'accord. Et je veux dire, si on reproche à jamais plus jamais de ne pas être un vrai James Bond, que pourrait-on dire de Casino Royale 67? Faut arrêter à un moment donné. Je vais le dire franchement, faut arrêter de déconner. Non. Monsieur Moradubek, on ne tire pas sur les ambulances, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Vous remarquerez quand même que j'ai une certaine cohérence. Au dernier Live Night Live, j'ai descendu, comme c'est pas permis, Casino Royale 67. Je ne descends pas Never Say Never Again. Je dis juste que, effectivement, si on avait eu le même film avec l'habillage, ça aurait été parfait. Et voilà. Oui, c'est pas faux. Voilà, parfait. Je veux dire, si on veut chercher la petite bête, il y aurait peut-être un truc à améliorer dans Jamais plus jamais sur la musique. C'est que des fois, il y a des scènes où il en manque, en fait. Ouais. Il y a 2-3 scènes où on se dit un petit habillage musical, là, ça en rendrait mieux. Mais à côté de ça, Eric, je suis d'accord, mais sans l'être totalement. Je veux dire, à côté de ça, il y a des scènes où il y a une musique qui n'a rien à voir, et je pense notamment à une scène pour moi qui est d'anthologie dans le film, c'est la descente d'escalier de Barbara Carrera. Absolument. Sur les notes de tango avec cette espèce de flamboyance qu'elle a, mais c'est absolument exceptionnel. Mais c'est exceptionnel. Et en plus, quand on sait que c'est de l'impro. On est d'accord. Alors, improvisé de dernier moment. Bon, oui. Mais pas d'accord. Je suis pas d'accord sur la musique à ce moment-là qui personnellement me fait ni chaud ni froid et me fait penser plutôt à une musique d'un vieux De Palma des années 70 et je trouve que ça n'a aucun rapport avec l'image. Mais après, on peut aimer, je le conçois. Mais Barbara Carrera, quand elle descend les escaliers, effectivement, c'est génial ça. Ouais, la scène du tango, c'est un alliage musique, son, éclairage, tout. C'est un moment d'homogénéité cinématographique superbe. On est d'accord. Sur la musique, je suis moins d'accord sur la musique. Damien, on a des réactions des internautes. Damien danse. Et oui, parce que messieurs, vous savez que nous ne sommes pas seuls. Et voilà. Donc du coup, je vais déjà saluer tous les gens qui nous regardent et nous avons quelques remarques intéressantes. Et je salue Laurent Perriot. Salut Laurent. Connery, grand amateur de jazz, a beaucoup insisté pour que Legrand signe la bande originale. Alors d'abord, je vais passer
toutes les réflexions qu'on a sur cette chronique, puisque je crois que les gens adorent la chronique de Géo. Et Ils à adorent, juste ils titre. sont géniaux. Nous avons un excellent Public. Non, mais Et un Géo excellent est- public d'ailleurs. Un Vas-y. excellent public, oui. Donc Fred qui dit qu'il adore Géo, que c'est passionnant. Laurent confirme. Laurent Perriot, encore, dit par contre, il a eu une première version différente de cela, chanson de Never Say Never Again, finalement non retenue et interprétée par Phyllis Hyman. Tout à fait. Et Voilà. à l'origine, même, on va aller plus loin, c'était Bonnie Tyler qui avait été pressentie pour interpréter la chanson thème du film. D'accord. Pour revenir au MST, quand ils lui ont dit de partir, ils lui ont dit assez Phyllis. Oh là 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 là, ça vient de loin. Alors, Ah, bravo. attendez, il est dessus depuis hier soir. Hein. Je suis dessus depuis 10 minutes. Patrick Joanneau, qu'on salue également. Bond n'est pas du tout le style de l'excellent Legrand, comme quoi comment une bonne BO peut magnifier un film et inversement. Oui, mais alors, Il y a dû avoir un petit- moi, je me permets quand même de rebondir par rapport à ça, parce que je m'inscris en faux. Il faut voir dans quel contexte on interprète une BO. Est-ce qu'on l'interprète dans le cadre du film ou en dehors du cadre du film? L'exemple le plus représentatif pour moi, ça reste L'espion qui m'aimait. La BO, dans le cadre du film, elle passe super bien. Et c'est pareil pour GoldenEye de Rick Serra. Ça passe super bien dans le film. Par contre, en dehors du cadre du film, c'est totalement, On est d'accord. c'est totalement inécoutable. L'espion qui Alors, m'aimait, c'est une BO qui n'est pas écoutable en dehors du film. Je suis en porte-à-faux Oui, avec toi d'accord. là-dessus. Moi, je Non. la trouve très très bien, cette VO. Mais bon. Non, Bah oui, mais attendez, excusez-moi, honnêtement, excusez-moi. sérieusement, Eric, arrêtons de rire. Celle Tu vas qui me fait écouter, ça- tu vas écouter un morceau comme Anya ou Eastern Lights, comme ça, indépendamment du film, Ouais. etc. Ça Attendez, n'a aucun attendez, sens. Et je te Ça n'a dirais- aucun je sens. te donnerai un contre-exemple pour illustrer ce que tu dis. C'est celle de Permis de tuer, Oui. qui accompagne magnifiquement chaque point du film, de la narration, de l'action, etc. Par contre, à écouter à l'extérieur, il y a des morceaux, tu as du Mais, mal. Hein. Bah alors, comment attendez, tu, messieurs, comment alors, tu- attendez, comment tu attendez, je voudrais expliques juste faire une réflexion. Je voudrais juste faire une réflexion. Une bande originale, c'est bien pour illustrer un film. Donc, Pour en fait, faire le film. évidemment, on peut être fan de toutes les bandes originales, mais le but premier, c'est pas de vous faire plaisir en extérieur. Hein. Enfin, je veux dire, à un Mais moment donné, vois-tu, le but Damien, premier, c'est Sur d'accompagner James un Bond, film. c'est sur James Bond, c'est un petit peu les grandes différent. quand bandes même. originales. Oui, alors arrivent à faire justement, les deux. et on en parlait Les avec... grandes bandes originales, John Barry arrive à faire les deux. Exactement, Oui, voilà. d'accord, mais Et enfin, c'est- le but premier, c'est pas de vous Tout à faire fait. plaisir Après, dans les en autres, c'est une dehors. hiérarchie. Le but, c'est quand même d'accompagner l'action, d'accompagner. On est Alors, d'accord, ouais, aussi d'accompagner, bien etc., de accompagner rajouter- l'ambiance que l'image. Et justement, on en parlait avec Oui. mon ami Ewen, il y a quelques jours de ça, c'est justement Qui la ça grande... Qu'on salue, qu'on salue. Avec, Salut, Euh, salut. c'est justement la grande force de John Barry et par exemple d'un Bill Conti, c'est qu'ils ont la capacité d'avoir ce qu'on appelle le côté réminiscent. C'est-à-dire qu'écouter la BO en dehors du cadre du film nous fait remonter instantanément les images du film à la tête. Et Exactement. ce n'est pas le cas avec des gens comme Michael Kamen, comme Eric Serra, et peut-être d'une certaine manière, pour revenir au sujet principal, peut-être de Michel Legrand. Alors, je vais Alors, continuer à lire les juste interviews. deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, José. Les images reviennent à la tête sur certains thèmes de Michael Kamen, notamment les thèmes d'action avec le James Bond thème. Moi, quand je l'écoute, c'est vrai que j'aime bien écouter le thème, les thèmes d'action de License to Kill. Eric Serra, moi j'aime bien Run, Shoot and Jump. Que j'aime bien écouter. Et j'adore l'arrivée de Bond à Saint-Pétersbourg, le petit thème, là, je trouve qu'il l'a très bien réussi. Enfin bon, bref, on va pas s'éloigner. Et il y a une chose que disait Laurent en réponse à ce que je disais sur le style de la musique. Effectivement, pour que la BO de Michel Legrand soit beaucoup plus grande et qu'on puisse vraiment la retenir et l'apprécier, c'est vrai qu'il manque un vrai thème d'action. Un vrai thème d'action, on se dit putain, là, ça envoie, Mais en ça fait, envoie du pâté. Malgré tout, il n'y a pas de thème d'action, mais il y a quand même un thème réminiscent. C'est les variations sur le thème Never Say Never Again. Qui est une grande réussite. Qu'on reprend à la trompette dans le générique de fin, qu'on reprend Oui, de tout à manière fait. un petit peu plus romantique lorsqu'il arrive sur Oui. le Flying Saucer, etc. Donc, il existe quand même le thème réminiscent. Après, effectivement, des thèmes bondiens, des thèmes d'action comme le 007 de John Barry, effectivement, ça n'existe pas. Oui, Et je veux dire, effectivement, parce que c'est la le reprise. film qui a été conçu comme ça, parce que il y avait des contraintes juridiques. Bien sûr.
Bien sûr, mais il aurait pu essayer de trouver un thème. particulier, un thème d'action qui. D'un autre côté, je vous dirais une chose aussi, c'est que le film n'est pas un film d'action et d'action extravagante. Souvenez-vous que c'est quand même pas, il y a des set pistes, mais c'est pas aussi gros que le Hercule C-130, je veux dire, Guiding Lights, etc. Il accompagne, par contre, les scènes, puisque je vous rappelle que c'est quand même un film aquatique. Il a cet excellent thème quand ils amènent les ogives, on va dire, sous les cavernes. Alors là, pour le coup, on peut dire, seriez-vous d'accord, que c'est un thème très réminiscent de John Barry? Oui, absolument. Oui, non, mais là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais Avec, en fait- justement, cet usage, justement, des corps, etc., quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement intense, etc. C'est clair que, clairement, il y a du côté de l'influence de John Barry. Après, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté thème d'action. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher, Michel Legrand n'est pas un compositeur de musique de film d'action ou de thriller ou de film d'espionnage. C'est pas son truc. Lui, c'est plutôt la comédie musicale, la comédie légère, etc. Donc, voilà. L'affaire Thomas Crown, c'est, remarque, c'est pas un film d'action à proprement parler. Voilà, exactement. Dans l'affaire Thomas Crown, par exemple, et je parle en particulier de son remake qui s'appelle Thomas Crown avec Pierce Brosnan, je préfère nettement la façon dont l'a abordé Bill Conti. Oui, et alors, la bande originale de Bill Conti sur l'affaire Thomas Crown de Pierce Brosnan est Attends, Damien. Si tu lances, alors déjà que José est inarrêtable sur Jamais plus jamais, si on le lance en plus sur Bill Conti, on va pas pouvoir s'en sortir. Non, mais attends, pour une fois que José a raison. Mais je soutiens. Encore deux réactions, puis après on avance. Hein. Allez. Allez, je passe vraiment plein de choses, mais et je salue vraiment tout le monde. Laurent Perriot qui dit aussi pas du tout d'accord avec José, donc là je remets une petite bûche dans la cheminée. Les bandes originales de Serra et des autres font tout à fait revenir les images des films quand on les écoute. Et pour Serra, je rejoins assez Laurent. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Pas tout. Bon, voilà. On peut pas Laurent dit ce qu'il veut, je dis ce que je veux. Voilà. Exactement. Oui, Exactement. Donc, je sais pas pourquoi je voulais sortir Michel Legrand et le premier nom qui me venait dans la tête, c'est le préfet l'allemand. Je sais pas pourquoi. c'est deux salles, deux ambiances quand même. Donc, allez, dernier petit pas la tour bonne de chaîne table. YouTube, Mathieu. Dernier petit tour de table rapide. Michel Legrand, bon casting ou erreur de casting? Steve? Bon casting. Bon casting. Eric? Bon casting. Jesse? Erreur de casting. Damien? Erreur de casting. José? Bon casting. 3 contre 2, c'est donc plutôt un bon casting qui l'emporte. Alors, ce soir, nous essayons, comme vous pouvez le voir, d'être vraiment très complet et au cœur du sujet, le film Jamais plus jamais, parce que visiblement, il est quand même assez méconnu de la plupart des fans de James Bond. Eric, qui a beaucoup bossé sur le sujet, car il faut le dire, c'est quand même l'un des spécialistes français du film, comme vous pouvez le remarquer. Et tu vas nous parler des lieux de tournage. À tout de suite. Amis bondophiles, parlons des différents lieux de tournage de Jamais plus jamais. Évidemment, un James Bond, ça part partout dans le monde. Et puis, quand Roger Moore rencontra Sean Connery à Londres, fortuitement, avant les tournages, l'un dit à l'autre, alors, tu vas tourner où? Écoute, moi, Berlin-Ouest, et toi? Bahamas, Côte d'Azur. Roger Moore lui a fait un peu la gueule. Mais ils étaient très bons amis, contrairement à ce qu'on croit savoir, il n'y a pas eu vraiment de guerre des Bondes, parce que les deux étaient très copains. La guerre des Bondes, c'est un phénomène médiatique, je vous le rappelle, qui a été inventé par les médias, parce que ça nourrissait bien toutes les publications. Donc voilà, un James Bond qui est quand même promis à des lieux exotiques, effectivement. Dès la première scène du film, James Bond s'entraîne autour d'une espèce de villa ou d'une exploitation en très très mauvais état. Et en fait, ça a été tourné au sud de Nassau. Cette villa existe toujours, mais à mon avis, un de ces quatre, elle va disparaître parce qu'il y a des carrières à côté. À mon avis, il n'en a plus pour longtemps à vivre. Après le générique, nous retrouvons tous les personnages à Londres. Et du coup, ça nous permet de noter que tous les intérieurs du film sont filmés en studio comme tous les James Bond. Et le studio ici, c'est Elstree Studio
au nord de Londres. Après sa piètre performance lors de son entraînement au tout début du film, pendant la séquence générique, James Bond est un peu déclaré décrépit par son boss M et est envoyé dans une clinique de remise en forme à Shrublands, comme dans Opération Tonnerre, donc qui est, on va dire, un beau manoir situé dans le Bedfordshire, qui est en réalité Luton Hoo, qui est apparu dans de très nombreux films. Et puis à un moment, on se dirige dans les locaux de l'OTAN, d'où les missiles vont être détournés. Et ces locaux de l'OTAN, alors on voit une espèce de grille, il y a un garde, il y a un beau panneau, base de l'OTAN, tout ça. Et ça, en fait, c'est les dépendances du manoir de Luton Hoo. Ils ont fait 500 mètres pour trouver ce lieu de tournage. À la suite de ces séquences à Shrubland, le personnage de Jack Petacci, conditionné pour détourner les ogives nucléaires, est tué par Fatima Blush après son forfait. Pareil, pas besoin d'aller très loin, un petit kilomètre en dehors du manoir de Luton Hoo, un directeur de production avait repéré cette vieille usine en briques rouges au bord de la route. Ils ont demandé l'autorisation, ils sont allés tourner l'explosion de la voiture de Petacci sur ces lieux. Ils ne sont pas allés loin non plus. Bond, enquêtant sur l'Argo, essaie de trouver sa maîtresse, Domino. Le bateau de l'Argo, lui, est amarré à Nassau, aux Bahamas. Il s'y rend, on le voit sur le port de Nassau. Il fait connaissance d'une sympathique et superbe lady qui va pêcher, qui va lui sauver la vie plus tard. On le voit sur le marché de Nassau parce qu'il discute avec l'agent du consul local, qui est joué par Rowan Atkinson, Mr. Bean. Et nous le retrouvons également un peu plus tard quand sa chambre d'hôtel explose dans le Colonial Hotel de Nassau. Donc finalement, c'était la base d'opération, cette ville de Nassau, pour tout le film. Et d'ailleurs, le Colonial Hotel dans lequel on voit effectivement la chambre de James Bond exploser, c'était même la base de production du film. L'équipe était là. Les 7 premiers jours de tournage, le temps était infernal et ils ont même répété et monté des décors qu'ils allaient immerger après pour les scènes sous-marines avec les requins dans le lobby de l'hôtel. Il est à noter que toutes les scènes sous-marines du film, que ce soit le plongeon des missiles quand ils sont détournés, que ce soit les scènes de requins, que ce soit les scènes où les hommes de l'Argo évoluent sous l'eau avec leurs sous-marins de poche, transportant les missiles à la fin dans les cavernes d'Ala, tout ça a été tourné aux Bahamas, que ce soit au large de l'île de New Providence ou sur les îles alentours où se trouvent des cavernes particulièrement propices à des tournages avec des illuminations intérieures spécifiquement cinématographiques. James Bond débarque sur la Côte d'Azur pour poursuivre son enquête et toujours à la recherche des missiles, toujours essayant de coincer l'Argo, essayant de s'introduire dans son milieu. Sur la Côte d'Azur, il l'espionne, le yacht est dans la baie de Villefranche-sur-Mer, donc il débarque à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Il est toujours en place, cet aéroport. L'entrée a été un peu, on va dire, évidemment, elle a un peu changé avec les années, mais enfin, elle est toujours là. L'angle de l'aéroport est toujours là. Vous pouvez le voir sur la Côte d'Azur. Il se rend à Villefranche. À Villefranche, il est dans le quartier du Castelet, qui est le quartier qui est sur la montagne, qui surplombe la baie de Villefranche. Superbe baie de Villefranche, vraiment, je vous la recommande. La Villa Rouge, comme on la nomme, en fait, c'est une villa d'architectes, et ce quartier, c'est un quartier privé. Il devait plutôt être tranquille pour tourner là. Domino se rend au spa, elle traverse la baie de Villefranche, on la voit arriver au port de Villefranche, et effectivement, ce spa se trouve à côté de la forteresse, qui elle-même servira plus tard pour Palmyra. Quasiment tout est localisé. L'Afrique est en France, dans Jamais plus jamais. Ce spa, lui, est reconstitué à Elstree Studio, et après, effectivement, nous nous rendons au casino de Monte-Carlo. Kevin McClory, qui était très très bien introduit dans ces milieux un peu jet-setter, effectivement connaissait le directeur du casino. Il a eu accès aux salles du casino, notamment celle qui est la plus éloignée de l'entrée du casino. Et l'entrée du casino, là où James Bond neutralise le portier, elle est tournée juste dans le bâtiment d'à côté, qui fait partie du même groupe, la Société des Mains de Mer, l'Hôtel de Paris. C'est l'entrée de l'Hôtel de Paris. Les scènes de casino se déroulent, puis vient le jeu domination. Et là,
On vous ferait croire qu'on est encore en France, mais pas du tout. Nous nous retrouvons à Waddesdon Manor dans le Buckinghamshire. Buckinghamshire, c'est là que se trouve le studio Pinewood, c'est là que se trouve le studio d'Elstree, et en fait c'est donc le nord-ouest de Londres. Une pièce spécifique en fait a été préservée dans son jus de la restauration. Ils y ont installé la table pour les effets spéciaux, ils ont tourné cette scène unique là-dedans, puis après on se retransporte de nouveau en France. Le tango se déroule dans le hall du casino. Vous rentrez dans le casino de Monte-Carlo, vous êtes sur le lieu du tango. Ils ont fermé les issues, bien cadré, etc. Et vous croyez que c'est une salle de bal, ben non, c'est le hall, c'est l'entrée du casino de Monte-Carlo. C'est superbement photographié, mis en scène par Douglas Slocumb. Après la scène du tango, James Bond rentre dans la Villa Rouge, mais Nicole est assassinée par Fatima Blush et une course-poursuite s'engage. Fatima s'enfuit dans sa Super Renault 5 Turbo 2 super vitaminé, José vous en parlera. Et là, on commence à se faire toute la Côte d'Azur. On part du quartier du Castellet à Villefranche. On se rend sur les hauteurs de Menton, où la moto finit sous un camion. Et puis après, elle se met à grimper les marches et à les descendre autour de la basilique Saint-Michel de Menton. On finit dans un tunnel sous Menton où James Bond manque d'être fait prisonnier. Il parvient à s'échapper. La poursuite se poursuit à Monaco, avenue de la Princesse Grasse, devant le tennis club. Les voitures se fracassent et on finit au port de la Darse, à Villefranche-sur-Mer. Sous les arches du port de la Darse, Fatima Blush explose carrément. C'est ce qui arrive des fois aux méchants de James Bond, surtout quand on est une des plus grandes psychotiques de l'histoire du cinéma. Là-dessus, le Flying Saucer s'en va, quitte la baie de Villefranche, James Bond s'y introduit, et là, on va en Afrique, mais l'Afrique, en fait, ils y sont jamais allés. On est en France, la citadelle de Villefranche, c'est Palmyra. Mais, juste pour les murs extérieurs, l'intérieur, c'est le fort d'Antibes. Le fort d'Antibes qui lui-même fait face au quai des milliardaires à Antibes. Dans le port, effectivement, c'est le lieu où se trouve, un peu de manière quasi permanente, le yacht, encore aujourd'hui, le Nabila. Nabila en 1983, plus tard le Trump Princess, puisqu'il a appartenu au président américain, futur président Donald Trump. Et aujourd'hui, le Kingdom 5SR, c'est donc un yacht royal saoudien. Ce fort d'Antibes, mais aussi la villa Efroussi de Rothschild, voir notre petite vidéo sur les scènes coupées du film, figure donc tout le domaine de l'argot Palmyra. Mais quand il s'en évade, on se retrouve de nouveau dans la citadelle de Villefranche, dans le parking. Ils ont rajouté un énorme mur qui cache en fait la mer, puisque la citadelle est en bord de mer, et c'est toute la scène où Domino est prisonnière des esclavagistes. Et donc, de ce parking, après, ils prennent le cheval, Bond s'évade avec le cheval, ils la récupèrent, et ils finissent au fort d'Antibes avant de plonger. Alors, quand ils plongent, c'est très drôle, il y a quasiment 3 lieux de tournage. Il y a un bout de citadelle de Villefranche. Le saut lui-même a été tourné au fort d'Antibes, avec un gros plan qui a été tourné à Elstree Studio parce que c'est un trucage. La chute, c'est une maquette, et on se retrouve dans l'eau aux Bahamas. Voilà. Quand Leiter et Bond plongent pour retrouver les caves des larmes d'Allah, là on est à Almeria, en Andalousie. Bref, tous ces lieux de tournage, c'est quand même un puzzle assez incroyable à agencer, à mettre dans l'ordre. Et on termine le film aux Bahamas, dans la villa de Kevin McClory. Aujourd'hui, c'est un groupe hôtelier. La villa d'origine, telle que vous la voyez, la piscine de McClory, etc., ça n'existe plus, hélas. Mais bon, voilà. Il fallait une conclusion. Elle s'est tournée aux Bahamas. C'était quand même le lieu emblématique de cette aventure, qui a commencé avec une écriture aux Bahamas, avec Ian Fleming, Kevin McClory et Jack Whittingham. C'est un retour aux sources donc pour ce James Bond, dont les Bahamas sont vraiment le lieu emblématique. Merci de votre attention. Maintenant. Après cette explication très complète, merci Eric, je te laisse de nouveau la parole cette fois. En direct. Oui, un petit détail qui nous est venu en préparant l'émission avec José. Figurez-vous, l'expression favorite de Ian Fleming, le saviez-vous? In English, in the text, c'est non que l'on parle les mouches. Alors, je ne l'ai pas fait pour cette chronique, si vous voulez. Je ne peux pas vous parler vraiment de tous les micro-détails.
figurez-vous qu'on a découvert grâce à nos amis de On the Tracks of 007 que les 2 plans d'atterrissage de l'avion à Nice, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, en fait, c'était un aéroport de Rio de Janeiro. Voilà, et que un fan absolument intrépide et courageux et absolument Sherlock Holmesien a découvert les montagnes en fait qu'il y avait derrière cet avion. C'était voilà, ça méritait peut-être pas une mention dans la vidéo, mais je tenais à apporter ce petit détail à votre attention. Pour ce détail d'orfèvre. Oui. Merci pour Cette précision d'orfèvre. Cette précision d'orfèvre. Jessie, c'est ma phrase dans The Question. Damien est toujours présent partout, voire même un peu trop, à mon sens, mais Oh, ce sera réglé. voilà. Ne vous inquiétez pas, Saison 3. ce sera réglé en saison 3, parce que pendant les vacances, on gère les contrats, les renouvellements et les non-renouvellements. Alors, Damien a du souci à se faire, à mon avis. Attends, parce qu'il y a des gens qui sont payés ici, parce que moi, vous m'avez jamais envoyé un chèque. Hein. Bah, pourtant, tu les acceptes d'habitude. Bah oui, peut-être prendrais-tu un chèque. Alors, merci Eric pour toutes ces précisions. Eric, tu nous parles du pré-générique de Jamais plus jamais. Ah oui, je peux t'en parler d'autant plus, Mathieu, que Jamais plus jamais n'a pas de pré-générique. Alors ça, c'est super cadeau pour moi, quelque part. Donc, voilà. Merci. Merci Eric. Merci Damien pour cette petite Non, mais, coquille. écoute, c'est intéressant parce que Jamais plus jamais devait avoir un pré-générique. Ah bah voilà. Tu as été court-circuité par la décision de mettre la chanson sur la scène d'action. Et c'était pas ce qu'avaient écrit les scénaristes et ils étaient très remontés. Beaucoup de gens étaient remontés quand ils ont eu la scène finale avec la chanson de Lanny Hall sur l'exercice d'entraînement de James Bond, alors que justement, José vous l'a pointé tout à l'heure, Michel Legrand avait écrit une petite musique d'action justement qui n'a pas été utilisée à ce moment-là. Mais dans le scénario de septembre 1982, vous pouvez lire une scène d'action avec le film commence avec une joute médiévale. Imaginez Roger Moore dans Diane de Poitiers, il s'envoie des coups de lance, etc. Vous voyez, je sais qu'il y a des fans j'ai rien dit. Donc, cette scène, si vous voulez, à un moment, quelqu'un a dit « Ah, c'est quand même embêtant, vous avez Sean Connery qui est de retour dans le rôle de James Bond et vous montrez pas sa tête. » Alors, il devait y avoir cette joute. À un moment, un des tueurs qui était effectivement dans une armure devait s'enfuir, sauter une haie, finir sur un parking. Alors, il y avait cette image assez surréaliste d'un homme à cheval, en armure, autour des véhicules. Sean Connery poursuivait. Et à un moment, à la fin de la scène, effectivement, une fois qu'il avait tué le bonhomme, il levait le casque de l'armure et on révélait Sean Connery. Mais 5 minutes, avoir une armure sans voir Sean Connery, ils se sont dit c'est quand même un peu idiot. Donc la scène était chère. Pour eux, elle apportait pas grand-chose du niveau star value, comme on dit, et donc du coup, ils l'ont supprimé. Donc il fallait commencer directement par l'exercice d'entraînement, et donc du coup, pas de générique animé. Faut dire que c'est un film, il faut le savoir, qui a été perpétuellement en retard. Donc il y a des choses qui ont été supprimées parce qu'ils n'avaient pas le temps de les faire. Donc quelles qu'aient été les discussions sur un générique à la Binder, c'est passé à la trappe et ils ont mis la chanson sur l'exercice d'entraînement qui ouvre le film. Et même, je vais aller au-delà de ça, et vous pourrez le voir lors du replay, parce que le replay va être chargé de bonus, donc il faudra suivre l'émission bien après le générique de fin. Je vous ai retrouvé une reconstitution de ce qu'aurait dû être le gun barrel dans le meilleur des mondes avec la musique qui avait été prévue. Honnêtement, c'est absolument spectaculaire et honnêtement, je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel. Avec le Bond Back in Action de Michel Legrand, avec le gun barrel de Maurice Binder et l'aspect de Sean Connery version 83. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Vous verrez aussi dans le replay le générique qui n'a pas été retenu malheureusement pour l'émission qu'on présente ce soir, qui a été conçu par notre ami Eric Saucine, sur des images se basant sur la bande d'annonce américaine
de Jamais plus jamais, ainsi que d'autres suppléments qui apparaîtront uniquement lors du replay. Donc attendez-vous samedi ou dimanche, en fonction, à voir quelques petites pépites à la fin de l'émission. Tu sais vraiment fidéliser tes spectateurs. Hein, là, vraiment. Et sans augmentation du prix. Sans augmentation du prix. Rien. Sans augmentation du prix, regardez le replay, profitez d'images inédites à partir de samedi. Et surtout, pensez à vous abonner, parce que c'est ça le principal. Abonnez-vous à la chaîne et puis pensez à mettre la petite cloche pour avoir les 2 vidéos par semaine, plus un live par semaine, notamment Live and Let Live, A View to a Talk, les commentaires de films en direct, et le célébrissime jeu de Damien Nassiri, le jeu de questions The Question is Not Enough, dont les quarts de finale se poursuivront durant les vacances, avec la demi-finale et peut-être la finale à la rentrée. On verra le timing. Continuez à nous suivre, abonnez-vous. Et nous allons passer, parce que jamais plus jamais, à une genèse, il me semble, quelques anecdotes aussi. Alors, mais je vous laisse en parler de la genèse du film. Oui, film quand même dont l'aventure finalement commence dans les années 50, quand Ian Fleming concocte, a déjà des ambitions cinématographiques et concocte en fait des divers synopsis et un scénario avec le sieur Kevin McClory, entre autres, et Jack Whittingham. Ça ne donne rien. Par contre, Ian Fleming, sans rien dire à ses 2 co-scénaristes, réutilise une des intrigues projetées donc, et écrit Opération Tonnerre, le roman, avec ce bout de synopsis. Et là-dessus, les deux Lascars n'entendent pas de cette oreille et donc font un procès à Ian Fleming. On dit d'ailleurs que ce procès a été tellement terrible émotionnellement pour lui que ça l'aurait aidé à avoir sa crise cardiaque finale. Bon, son dernier infarctus. Néanmoins, Ian Fleming, si vous voulez, c'était quand même quelqu'un qui était de la haute en Angleterre et il avait quand même cette sensation de possession et de bon, enfin voilà, pour lui, il s'embarrassait pas de la Valtaille avec qui il collaborait. James Bond, c'était lui. Alors, ça s'est payé très cher. Kevin McClory a récupéré les droits d'adaptation d'Opération Tonnerre. Là-dessus, ne voulant pas de concurrence, à l'époque, ils ne voulaient pas de concurrence. Cubby Broccoli et Harry Saltzman, ils ont fait une alliance de circonstances pour sortir, effectivement, en 1964, Opération Tonnerre. Là-dessus, il y avait quelque chose dans le contrat qui les unifiait, c'était que Kevin McClory ne pouvait pas faire de remake avant 10 ans après la sortie. Et tout le monde se disait, il faut bien comprendre ceci, dans les années 60, aller au-delà de 10 ans pour la série des James Bond, personne ne l'envisageait. Donc, c'était une sorte d'option un peu caduque. Personne ne pensait que ça passerait la décennie. Je vous dirais même que George Lazenby a fait ce raisonnement, puisque avec les hippies qui arrivaient, il s'est dit lui-même, mal conseillé d'ailleurs, laisse tomber cette figure d'autorité, elle ne va pas passer les années 60. Pour vous dire si vraiment ils n'envisageaient pas l'après. Et alors donc, du coup, dans Opération Tonnerre, ils avaient fait cet arrangement. C'était Albert Broccoli et Harry Saltzman présentent une production Kevin McClory. Et dans les faits, les 3 ont produit le film. 74. Et justement, James Bond est toujours là. Et justement, je vais y venir. 74-75, l'alliance Harry Saltzman, Albert Broccoli vole en éclats. Harry Saltzman insolvable, comme je l'ai expliqué durant la vidéo que j'ai consacrée au rachat de la MGM par Amazon. Eon Productions est sur le point de voler en éclats. On ne sait pas trop ce que va devenir la franchise. Semi-échec de l'homme au pistolet d'or. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui rentre dans l'histoire? La mise en production de L'espion qui m'aimait, sans Harry Saltzman, Broccoli seul aux commandes. United Artists reprend la main avec Albert Broccoli, je ne vais pas revenir sur le détail. Et dans le même temps, Kevin McClory décide de mettre en chantier enfin son remake de Opération Tonnerre. 75, il contacte la Paramount Pictures, qui est probablement un des studios les plus puissants à Hollywood, avec des studios comme Columbia. UA n'était plus déjà un studio très très puissant. Néanmoins, Kevin McClory réussit à négocier avec la Columbia un budget exceptionnel de 22 millions de dollars pour mettre en chantier un film qui pourrait être un remake total d'Opération Tonnerre avec quelques arrangements qui pourrait s'appeler Warhead. Warhead, en français, ça veut dire tête nucléaire. On est très loin du scénario d'Opération Tonnerre.
là, il est question de prendre New York d'assaut, requin mécanique dans les égouts, attaque de la station de la Statue de la Liberté par une flotte de commandos, etc. Quelque chose qui part totalement dans le délire, quelque chose qui soit totalement inenvisageable pour Hollywood, budget pharaonique, décor pharaonique, etc. Avec, pour la première fois, la possibilité que Sean Connery rempile dans le rôle de James Bond. Malheureusement, vu la mise en production de L'espion qui m'aimait, Paramount, n'étant pas sûr que UA ne lui fasse pas un procès, décide de se rétracter. De fait, Paramount étant financeur du film, 22 millions de dollars, Kevin McClory n'ayant pas les moyens de financer le film, ça veut dire pas de Paramount, pas de budget, pas de Sean Connery, le film tombe dans l'oubli. Ce ne sera que quasiment 10 ans plus tard, en 1982, courant 1980, pour arrondir à peu près, que Kevin McClory relancera enfin le projet, qui deviendra le projet que l'on connaît et le film que l'on connaît, qui s'appelle Jamais plus jamais. Et d'ailleurs, José, si les gens veulent chercher sur Internet, on va peut-être le remettre dans le replay, mais il y a des photos assez connues de Sean Connery sous la Statue de la Liberté en repérage pour le film. Parce qu'avant même qu'il soit envisagé qu'il reprenne le rôle, son rôle principal sur le film, c'était co-scénariste. Sean Connery a co-écrit le scénario de Warhead, ce qui est quand même assez extraordinaire, vu ses connaissances avec Bond. Et pour aller plus loin. Qu'il reprenne le rôle, en fait, c'est venu plus tard, finalement. Voilà. Et pour aller plus loin par rapport à la. McClory l'avait dans le coin de son esprit. Pour aller plus loin par rapport à une question qu'un internaute vient de poser, comment aurait pu être le gun barrel de Jamais plus jamais? Alors, c'était pas le gun barrel de Binder avec le canon, le gun barrel, etc. C'était pas du tout ça. Le concept de base, ça aurait été deux cibles en forme de rond avec les croix au milieu, 2-0-0, un 7 qui défile de gauche à droite dans laquelle apparaît Sean Connery et Sean Connery qui tire sur des cibles. Ça aurait été ça le concept du gun barrel de Jamais plus jamais. Voilà, ça c'était la question qu'on m'a posée. J'y ai répondu. Dans la séquence que vous verrez dans le replay, cette séquence-là n'a jamais été conçue. Elle a été scénarisée, elle a été storyboardée, elle n'a jamais été tournée. Et pourquoi? Merci pour ces précisions. Faudra tout simplement, elle n'a pas été tournée, tout simplement par rapport au risque de procès de Danjak et de Eon. Donc, Warner et Orion n'ont même pas pris le risque de tourner une scène qui ne servira à rien. Ils ont décidé d'abandonner le projet en amont. Et une petite précision par rapport à cette réponse que tu fais, Steve, c'est que justement, quand ils ont tourné Jamais plus jamais, il y avait quasiment les avocats sur le plateau, tellement ils avaient peur de se prendre un procès dès qu'ils s'éloignaient du roman. Ils étaient vraiment contraints sur ce tournage et donc, effectivement, ils ne pouvaient reprendre aucun code, des choses qui rappelaient les fameux codes copyright. Après, maintenant, il y a une rumeur qui a circulé et qui circule encore et que j'ai relue dernièrement en préparant l'émission. Il semblerait qu'il y ait des archives ou chez Warner Bros. Ou chez Orion, qu'effectivement ce gun barrel aurait bien été tourné par Sean Connery. Actuellement, je ne peux pas le garantir. D'accord. Et d'ailleurs, sur Warhead, et notamment jusqu'en 2001-2002, il me semble, tout au moins jusqu'au rachat de Jamais plus jamais et des droits du roman Opération Tonnerre, McClory a tout tenté pour essayer de relancer un projet. On parlait du retour de Timothy Dalton dans Warhead à un moment donné. Warhead 2000 AD. Dans Bond 2000, attends, c'était quoi le titre? Warhead 2000 AD. 2000 AD. Oui, Anno 2000. voilà. Et il avait parlé à un moment donné de reprendre Timothy Dalton pour en 1997. Et alors, oui, il a quand même emmerdé son monde quand même. Alors, comble de la félonie, en 97, c'est le studio Sony qui a décidé de mettre en production Warhead 2000 AD, bien avant qu'il rachète la MGM, avec l'aide d'une personne qui est bien connue de l'univers mondial, un certain monsieur qui s'appelait John Calley, qui était l'ancien président de United Artists. Comme c'est drôle, hein, c'est ce genre de petites interconnexions. Ce genre d'amitié. C'est curieux. Bon, en tout cas, merci. On va parler un petit peu des effets spéciaux maintenant de Jamais plus jamais, avec notamment le studio SFX Apogée, il me semble, qui a fait les effets spéciaux du film. Qui veut en parler? Qui veut nous éclairer là-dessus?
Alors, j'ai commencé Oui, et je vais José. laisser Eric poursuivre avec quelques pièces importantes de sa collection. Apogee, ce qu'il faut savoir, c'était que probablement dans les années 80, c'était vraiment le studio le plus précurseur en matière d'effets optiques. On parlait pas encore d'effets numériques à l'époque, etc. Ils étaient spécialisés dans les effets informatiques, un petit peu à l'avant-garde de ce que deviendra ILM à l'époque de Star Wars et d'autres films plus évolués. Sachant qu'aujourd'hui, le studio Apogee, justement, est une filiale de ILM. Tu vois, comme quoi, les pavés se touchent. Ils ont conçu toutes les séquences, principalement, avec l'aide de la société Atari, qui était vraiment précurseur dans les années 80 en matière de code informatique. Atari qui a fourni d'ailleurs tous les jeux vidéo qui apparaissent dans la salle du Casino de Monte-Carlo, toutes les séquences du jeu Domination. Avec les missiles nucléaires, les animations, etc. Ce qui est très mauvais, soit dit en passant. Que je trouve très bien justement. Et bah moi je trouve Eric, ça très mauvais. Eric va rebondir sur ce que je t'ai dit parce qu'on a eu l'occasion, on a passé un week-end avec Eric il y a quelques temps de ça et on a analysé quasiment image par image la séquence et je trouve que c'est d'excellente facture. Eric, je te passe la parole. Oui, déjà, bon, préciser, merci José, que effectivement, en 82, quand les studios Apogee Incorporated sont contactés, c'est le deuxième studio le plus important à Hollywood. Le premier étant ILM. ILM s'est déjà installé depuis 77 avec Star Wars. Oui. Et donc là, David Dreyer, le superviseur des effets visuels, s'est retrouvé avec deux travaux majeurs sur les mains, à savoir les vols des missiles nucléaires, divers matte painting, par exemple. Il a fallu compléter Palmyra, dont une partie de ces matte painting a été coupée d'ailleurs. Et le deuxième gros travail d'Apogee, ça a été effectivement la très réussie, Damien, séquence de domination. Voilà. Et donc, ça se décompose. C'est quand même pas anodin à l'époque. Je vais vous donner un exemple. Ça va être informatif pour nos spectateurs. Aujourd'hui, un film qui n'a pas d'effets spéciaux comme Casino Royale compte 1500 plans d'effets spéciaux tellement tout est retouché. C'est énorme. Quand un film en 2002, on va dire, tiens, voilà, je vais citer Die Another Day, comptait, je crois, quelque chose comme 300 ou 400 plans d'effets spéciaux un peu trop visibles. Bon, ça c'est fait. Oui. Non. Allez, un petit coup, juste pour le fun. Allez, un coup de vague à pique. Voilà, c'est ça. La vague à pique. Voilà, c'est ça. La bagarre Par contre, Arpic WC, non. Canard WC, Non, et non, qu'est-ce qu'on a non. comme... appellation Non, copyright Saucine, hein, parce que Non, ça, par contre, je voudrais juste rectifier quelque chose parce que je me suis mal exprimé tout à l'heure sur les effets spéciaux sur la partie de domination. C'est pas les effets spéciaux que je reproche, c'est que je trouve que je préfère bien plus un James Bond à la table du jeu de baccarat, de ce que vous voulez comme jeu, mais je trouve cette scène complètement inintéressante, mis à part le fait qu'il résiste. Ouais. Voilà, moi je préfère largement. Au-delà, ça peut s'entendre, parce que je trouve qu'effectivement, ça a plus de classe une scène de domination sur poker ou baccarat Oui. ou sur jeu de table que James Bond qui va à la salle d'arcade. Ouais. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve au contraire le fond de la scène et la mise en scène extrêmement intéressante parce que il y a un vrai suspense où on se dit comment James Bond va réussir à s'en sortir. Et ça, c'est la base. Oui. C'est la base. Oui, Après, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est quand même Largo qui a conçu le jeu. Donc, il part d'emblée avec un gros avantage. Oui, pareil. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Mais je dis juste que, voilà, c'est pour ça que je m'excuse en disant que les effets spéciaux étaient pas bons. Parce qu'en fait, c'était pas du tout le fond de ma pensée. C'est la scène qui ne me plaît pas. Voilà. te plaît pas, ouais. Mais moi, je trouve c'était une originalité justement par rapport aux parties de cartes. J'adore, hein. Oui. Je suis le premier à adorer Casino Royale, une demi-heure de poker in extenso parce que c'est brillamment mis en scène. Mais même Octopussy, la partie de Baccarat, elle est quand même. Je sais pas si avec les dépipés là. Ouais. C'est quand même. Je trouve que c'est bien plus intéressant que la scène où ils sont là avec leur machin. Et alors, il y a une voix électronique qui fait. Alors, du machin. C'est l'époque, qu'est-ce que tu veux. Mais en même temps, vachement bien. Il le fait vachement bien. Il faut apprécier quand même, je trouve ce qu'ils ont rendu bon bien, c'est que c'était le summum évidemment de la modernité. Maintenant, c'est plus très moderne, cette espèce de jeu, mais
Ils ont quand même mélangé ça avec un décor très classe. à l'ancienne, Dans un bon 17e. casino, oui. On est d'accord. Et ça, ils ont allié la classe d'un vieux casino avec la modernité. Et je trouve que ce mélange-là, il est quand même assez splendide. Et donc, pour en revenir aux effets spéciaux, les 30 plans. Alors, oui, je vous disais, donc 1500 plans dans un casino royal. Il y en avait 60 dans Jamais plus jamais. De ces 60 plans d'effets spéciaux, vous comptez 30 plans d'effets spéciaux qui comprenaient le vol des missiles, la description de Palmyra avec ses murailles, etc. Et dont certains plans ont disparu, mais ça, on en reparlera. Et vous avez 30 plans rien que pour domination. Et la conception de cette séquence aujourd'hui qui aurait été faite sûrement en 2 temps, 3 mouvements avec un PC de moyenne importance, là, a demandé, en fait, avec la construction de tous ces modèles que tu vois à l'écran, Damien, les globes, les fils qui relient les régions des pays qui sont visés, etc., tout ça, ça a été créé à la main. Et donc, la construction de cette séquence a été absolument très chronophage, onéreuse, etc. Et là, je vais vous montrer cette espèce de papier que vous voyez là, peut-être devant moi, sans que ce soit phagocyté. C'est un storyboard original du studio d'effets spéciaux. Alors, je ne sais pas jusqu'où je peux vous le... Ouais. non, on voit plus rien. Ouais. Bon, voilà. Et il y a un tas de chiffres en dessous aussi. Pour vous dire s'ils ont été très précis, tous ces chiffres-là, c'est les chiffres du score qui s'affichent et qui disparaît, qui s'arrête et qui repart. Et vous pouvez regarder la scène, ça correspond aux chiffres près. Et donc là, vous voyez cette pastille rouge, le mot final. C'est-à-dire que vraiment là, quand ils ont fait quand ils ont filmé cette séquence, c'est que c'était vraiment le fin du fin. Ils avaient fait vraiment, c'est la version finale du trucage. Et tu l'as eu comment, Eric ? Pardon ? Il l'a volé. Tu l'as eu comment ? Il l'a volé. Alors écoute, un gentil monsieur l'a vendu sur un gentil site qui s'appelle eBay et un gentil acquéreur comme moi, là, il a sauté dessus. Un gentil monsieur l'a mis en vente sur AliExpress et un gentil monsieur Eric l'a acheté. Alors je me dis que j'allais faire profiter à la base, aux gentils spectateurs et aux gentils organisateurs de Planète 007. Voilà. Et là, en fait, effectivement, il y a des mentions au crayon parce qu'il y a eu plusieurs prises et c'est des prises qui prenaient beaucoup de temps, ce qui fait qu'en fait, c'est des prises aussi qui sont faites, par exemple, la prise 1, ça va être un jour, 3 jours plus tard, ils vont faire la prise 2, etc. C'était très, très chronophage. Et donc, voilà, celui-là, ici, parce que vous ne l'ayez pas, il y a eu 2 prises. Donc, celui-là, il s'est pas trop mal débrouillé. Et donc, voilà. Et là, vous voyez, par exemple, ici, il y a écrit Game 3. C'est-à-dire que si vous vous souvenez du film, il y a 3-4 parties dans le film. Il y a le monde, l'Espagne, etc. Donc, voilà, tout était… voilà. Donc, il y a une flopée d'effets de storyboard comme ça qui nous renseignent. Et Eric, du coup, je crois que nous sommes tous là pour te remercier, puisque tu as décidé ce soir d'offrir donc ce storyboard à un de nos téléspectateurs et je trouve ça vraiment très généreux. Oui, oui, oui. Vous en pensez, les gars ah non, c'est pas ce papier. Oui. Avant de passer à la suite et à la séance téléachat, c'est pour ça que ça va permettre à Eric de préparer les livres et les cassettes 007. Damien, moi je trouve assez étonnant que tu n'aimes pas le jeu le jeu vidéo dans le casino parce que je te vois venir. Un jeu qui s'appelle Domination. Non, mais alors je vais vous dire un truc. Maintenant, je le vois venir à 2 km. Donc, Bon, bah, ça marche plus. Il va falloir que je trouve d'autres stratégies la saison prochaine. Alors, Eric, justement, tu voulais nous parler aussi des livres sur Jamais plus jamais et des cassettes. Il me semble que tu as des objets que tu nous as montrés tout à l'heure pendant la pause. Alors, écoute, oui, justement, tout ça n'a qu'un intérêt. Il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte, naturellement, c'est la soi-disant guerre des bondes, un terme effrayant pour le plus grand public. Non, en fait, clairement, c'était de la foutaise. La guerre des bondes n'a jamais existé. Enfin, si, elle a existé, et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Année 82, on sait très bien que Octopussy, produit par Eon Productions et Danjaq via MGMUA, va sortir sur les écrans vraisemblablement mi-fin 83. On sait très bien qu'en parallèle, Kevin McClory, Jack Schwartzman, Orion Pictures, Warner Bros. Se sont associés
pour produire Jamais plus jamais un remake de Opération Tonnerre. Il faut quand même savoir que Orion Pictures n'est pas tout à fait une société totalement innocente. Orion Pictures a été une société qui a été créée en 1978 par 5 cadres dirigeants anciennement de United Artists, dont notamment le fameux Arthur Krim. Parce qu'ils en avaient marre que UA soit géré par un conglomérat de financiers. Donc ils en ont eu marre. Ils voulaient faire vraiment de l'artistique, de la qualité, etc. Ils se sont barrés, ils ont claqué la porte et ils ont créé Orion Pictures. Ils se sont adossés à Warner Bros, grosse société de production, grosse société de distribution. Et après 78, la société a commencé à faire des bénéfices, tout ça. Et ils se sont dit, en 82, après tout, comme Kevin McGlory fait partie de notre écurie, et si on produisait un James Bond? Ce qui a donné, les querelles de producteurs qu'on a connues entre McGlory d'un côté, Albert Broccoli de l'autre, MGM d'un côté, Warner de l'autre, Orion, Danjaq, etc. La guerre des Bonds, en fait, c'est plus une guerre de producteurs qu'une guerre d'acteurs. Même si cela dit, ça n'a pas empêché à la presse britannique, à la presse allemande et principalement à la presse française, qui s'en est donné à cœur joie, de créer une soi-disant guerre des Bonds entre Sean Connery et Roger Moore. Ce n'était qu'un fantasme de journaliste. Il n'y a jamais eu de querelle entre Roger Moore et Sean Connery. Et tout le monde se souvient, pour les plus anciens d'entre nous, de la fameuse double couverture de Vidéo 7, avec d'un côté Roger Moore, de l'autre Sean Connery, la guerre des Bonds, la couverture du célèbre tabloïd allemand, je crois que c'est Der Spiegel, avec le gun barrel, Roger Moore en train de tirer sur Sean Connery, la poitrine ensanglantée, etc. C'était du plus haut comique et du plus grand délire. Tout ça, c'est du fantasme. La querelle entre Roger Moore et Sean Connery n'a jamais existé. Après, c'est vrai qu'en sous-main, les producteurs et les maisons de production étaient à couteau tiré, et comme le disait Eric tout à l'heure, il y avait des avocats en permanence sur le plateau pour contrôler ce que faisaient les uns et les autres, etc. Donc la guerre des Bonds, on peut le dire clairement, ça n'était qu'un fantasme de journaliste. Et je te laisse la parole, Eric. Oui, c'était une invention purement médiatique. C'était clairement... D'ailleurs, pour vous resituer quelques liens entre les deux films, quelques liens inattendus, non seulement Sean Connery, Roger Moore, quand ils étaient sur la période londonienne de leur film, allaient manger ensemble. Oui. Autre chose, Sean Connery et Roger Moore, mais Sean Connery avait imaginé une fin où il croisait Roger Moore dans la rue en marchant avec Kim Basinger à ses côtés, voilà, et avec en se faisant un double take, comme on dit, voilà, on dit, mais vous êtes là, vous, enfin, voilà, puis bon, évidemment, les affaires légales ont mis fin à toute cette jolie idée. Donc, vous voyez, il n'y avait pas vraiment de guerre, la guerre était vraiment, comme l'a dit José, entre les brocolis. Et je vais même vous dire une chose, une fois, ils se sont plantés au niveau des laboratoires quand ils ont imprimé les pellicules après la journée de tournage, et ils ont livré les bobines de Jamais plus jamais à Eon Productions. John Glenn m'a raconté que très gentiment, ils avaient renvoyé les bobines à la production de McGlory, et il précise, et à nos frais encore. Voilà. Et John Glenn, de nous préciser, il nous dit, mais en plus, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous parle de guerre? Je connaissais, me dit-il, la moitié des gens qui travaillaient sur ce film. C'était des copains. J'étais très copain avec le monteur de Jamais plus jamais. Donc, voilà, c'est pour vous confirmer que quand même, la guerre était vraiment, vraiment un phénomène purement une création des médias. Voilà. Et par contre, je vais vous montrer 2-3 babioles parce que, étant donné qu'on parlait des logos, voilà, c'était ça que je voulais du gun barrel qui ne pouvait pas utiliser. Bon. Alors, il y a des gens qui ont dû se faire taper sur les doigts, à mon avis, je pense, parce qu'il y a eu quelques mélanges des genres qui, connaissant la guerre, la fameuse guerre entre les producteurs, les droits et les studios, ça n'a pas dû plaire du tout. Alors voilà, je vous montre cette petite vidéocassette de Jamais plus jamais, vous connaissez bien, voilà, une couverture, voilà. Et puis au dos, que vois-je? Le logo. Le logo. Alors là, je peux vous dire, ça a dû, ça a dû faire du bruit là, hein, franchement. Jessie, on ne te voit plus. C'est bon, Jessie, tu es transparent. Voilà, Jessie ne tolérait pas ce mélange des genres, lui qui aime bien les choses officielles. Et bon.
Donc, ça. Et alors, effectivement, il y a une autre version de la cassette qui est blanche et bleue, qui est beaucoup plus courante. La Bon, version, celle-là est la pas version très- UGC vidéo. Exactement, UGC vidéo. Ça, là, n'est pas très rare non plus, mais voilà, ça, c'est impossible. Ça a dû, à un moment, ça a dû faire sursauter quelqu'un. Et alors, là où ils ont fait très fort, moi, c'est nos amis allemands. Nos amis allemands, figurez-vous qu'ils ont republié Opération Tonnerre sous le titre Sag niemals nie, c'est-à-dire jamais en allemand. Bon, alors, vous voyez, alors, et puis, c'est très drôle parce que, vous voyez, par exemple, cette couverture, il y a écrit jamais plus jamais, alias Opération Tonnerre. Bon, Ça a dû faire plaisir, ça. Ça a dû faire plaisir. Et que vois-je sur la couverture? Oh, Le 007. Oh, le 007. Voilà. Allez, un point dans ta gueule. Et là, hop, regardez, il n'y a pas le bout du revolver, mais il y a le 007 logo. Et on parle encore de Sag niemals nie, odeur ou alias Opération Fireball. Oui. Donc, voilà. Alors, Encore un qui excusez-moi, s'est tapé mais sur la figure. l'efficacité allemande, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'elle n'existe plus. Voilà. Exactement. Bravo, Ah, bravo, Damien, pour cette- toujours dans l'à peu près, Damien, dans les Non, citations. Mais mais non, non. mais pas du tout. Toujours. C'était un clin d'œil subtil. Un clin d'œil Voilà, appuyé. voilà. Non, mais tout à fait, Monsieur Stamper. Et Eric l'a alors, compris, c'est le last but not least, parce que Oh. j'aime bien celle-là, parce que là, car on a un mélange Oula. de la tête de Sean Connery dans Jamais plus jamais avec un cornéon et le 007 logo et 3 romans en un dans ce volume omnibus, dont Goldfinger et Sag niemals nie. On ne fait même pas Opération Fireball. Bon, alors moi je les trouve très très forts et effectivement là, il y a eu quelques mélanges des gens. Je vous citerai aussi le cas du dossier de presse français de Jamais plus jamais, qui était constitué par notre ami Frédéric Albert-Lévy, grand journaliste à Starfleet et membre du club que je salue parce que c'est un copain, qui avait fait carrément une partie encyclopédique sur James Bond dans le dossier de presse de Jamais plus jamais. Que trouviez-vous dans ce dossier de presse? Donc, plein de photos des films d'Eon. Et à un moment, ça a créé quelques soucis. Il a fallu qu'ils réduisent un dossier de presse un peu plus restreint. Bon, alors, voilà, c'est pour vous dire que quand même, il y a des gens qui ont été ou très légers ou qui ont profité de la situation et qui nous ont fait quelques mélanges qui évidemment, chez nous, fans de James Bond, et qui connaissaient bien cette histoire de double production, qui sont assez continuelles et amusantes. Eh bien, merci pour ces C'était génial, Eric. C'était très drôle. Il aurait été cocasse que sur le livre où il y a trois romans mélangés avec Jamais plus jamais, qu'il y ait Octopussy en plus. Oui. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Il y a Laurent Perriot qui disait tout à l'heure sur les commentaires que, alors effectivement, c'est d'une logique aussi implacable, c'est que c'est le premier titre de film qui n'est pas issu de Ian Fleming, C'est ou vrai, en tout cas c'est vrai. Voilà. Donc je permettais. Et d'ailleurs, bon, l'anecdote est vachement connue, mais le titre Jamais plus jamais est issu de la propre femme de Sean Connery, Micheline, qui lui aurait suggéré ce titre-là. D'ailleurs, Never Say Never Again veut dire ne jamais dire jamais. Si on le traduit littéralement, parce que nous, en français, on a traduit jamais plus jamais. Mais il fallait dire jamais le retour de Sean Connery. C'était ça l'idée. On précise que le titre Never Say Title By, c'est cité au générique. C'est attribué à Micheline Connery sur le générique. Et la petite anecdote qui complémente ça, c'est qu'elle devait recevoir une petite gratification pour la trouvaille. Et Sean Connery a révélé des années plus tard dans une interview, on l'attend toujours. Bon, d'un autre côté, il n'a pas eu à se plaindre. Donc là aussi, anecdote, Sean Connery a touché 5 millions de dollars de cachet pour Jamais plus jamais. Et il était producteur exécutif. Donc, à mon avis, d'après ce qu'a estimé Variety à l'époque, on estime qu'il a touché à peu près pour l'ensemble de son travail en tant que co-scénariste, en tant que producteur exécutif et en tant qu'acteur, il aurait touché une somme comprise entre 11 et 14 millions de dollars. Donc, ce qui est quand même déjà assez confortable. C'est un budget un peu plus gros que celui d'Octopussy aussi.
Voilà. Oui. 14 millions de dollars, en gros, c'est la moitié du budget d'Octopussy. Voilà, pour le coup. Absolument. Et Bon, puis, ouais. écoutez, c'est pas les 100 euros qu'aurait gagné, enfin les 100 francs qu'aurait gagné ou les 100 dollars, je sais pas, Micheline Connery pour son titre qui aurait fait la différence, c'est sûr. J'ai une question, messieurs, parce que je suis sûr que vous allez pouvoir répondre, mais si, par exemple, 14 millions, donc si je suis pas trop mal compté, 28 millions le budget d'Octopussy, Oui, c'est ça. c'est Ouais. ça? On va dire une trentaine de millions. Oui. Avec l'inflation, enfin avec l'évolution monétaire Alors, qu'on connaît, J'ai ça représente combien Alors, aujourd'hui? j'ai calculé, aujourd'hui, si on prenait par exemple un film comme Moonraker, qui est sorti en 79 et qui avait coûté entre 32 et 34 millions de dollars, hors publicité et hors placement de produits, ça correspondrait aujourd'hui à un film qui coûterait à peu près entre 220 et 240 millions de dollars. Donc on est loin quand même du 4, je vais pas dire de conneries, mais sur No Time to Die, on serait à peu près à 400 ou 450. Oui, mais c'est ça attention, bêtises, attention. Damien. On n'est pas C'est des du tout bêtises. sur la même structure. Avant, on travaillait les effets spéciaux de manière empirique, avec une équipe de 15-20 personnes. Aujourd'hui, une équipe de SFX, c'est au bas mot 200 personnes. Donc, il y a des cachets D'accord. supérieurs, et il faut tenir compte aussi du cachet des acteurs. Roger Moore avait touché à peu près 3 millions de dollars pour Moonraker, là où Daniel Craig en a touché vraisemblablement, on va dire 20 millions de dollars pour No Time to Die. Donc, on n'est pas du tout Oui, mais sur la même échelle. attends, oui, mais 3 millions de dollars de l'époque, ça représente combien Bah, aujourd'hui? fais le calcul, 32 millions de dollars de 79, ça correspond à peu près à 220. Donc, Alors, je suis désolé, c'est-à-dire que Roger Moore a touché bien plus que ouais, mais le problème, Daniel c'est Craig. que, en fait, tu peux pas tout mathématiser comme ça. D'accord, ok. Il y a des paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte. Un James Bond comme D'accord. Moonraker a nécessité, même en France, avec les cachets des artisans et des techniciens français, à peu près, on va dire 200 à 250 personnes. Là où sur un Bond, le tournage d'un Bond aujourd'hui nécessite peut-être 500, 600, 700 personnes. Donc la masse et cela salariale dit, est proportionnellement plus importante. Donc ce qui cela explique dit, Damien, l'inflation des films. Cela dit, Damien, le budget n'est pas de 400 millions hein, sur. C'est combien? 300, 350? Non, c'est tout ça, c'est encore des fantasmes de presse. C'est Ah bon? c'est au nord de 250 millions de dollars. Voilà. Ouais, enfin, ça coûte 1 million de dollars par mois d'intérêt, c'est ça, depuis le temps qu'il est Absolument, tourné? les assurances, avec les intérêts d'assurance, ça coûte 1 million de dollars par mois. Donc Ouais. là, ils ont perdu depuis, tu vois, 24 millions, 20 millions, non? de dollars pour, Messieurs, merci Damien, toujours qu'il faut qu'il dépasse sur No Time to Die, sur Pierce Brosnan. C'est pas incroyable, vous êtes insupportable Et ce soir. Quand on parlera d'un film officiel, J'ai du mal indépendant, monsieur, indépendant. J'ai du mal à vous dire et on va laisser la parole à Jessie qui va nous éclairer sur la tentative de la Columbia de 97 à 99. Tout à fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, la détermination inébranlable de Kevin McClory frappe à nouveau en octobre 96, où il annonce dans le magazine Variety un nouveau film de James Bond intitulé Warhead 2000 AD, à nouveau basé sur Opération Tonnerre, et le film sortirait en parallèle des films de Brosnan. Qui plus est, il dit que plusieurs grands studios sont intéressés par le projet, qu'il a soulevé l'argent, qu'il a un script et qu'il s'apprête à signer. Il déclare également être en négociation avec un acteur pour jouer James Bond. À l'époque, on parle d'un potentiel retour de Sean Connery, de Timothy Dalton, de Liam Neeson. Enfin bon, rien n'a jamais été officialisé. Un an plus tard, en octobre 97, après avoir tenté de racheter les droits à la MGM, Sony Pictures annonce que son studio, Columbia Pictures, va travailler donc sur une nouvelle franchise cinématographique rivale de 007 avec Kevin McClory. Sony déclare à l'époque que son premier film de Bond sera basé sur les œuvres originales créées par McClory, Fleming et Jack Whittingham. À l'époque, MGM réplique immédiatement et menace Sony de poursuites judiciaires. Et ils avaient déclaré « Toute affirmation selon laquelle McClory pourrait créer une franchise James Bond est délirante. Nous espérons que Sony n'a pas été dupé par la tromperie de M. McClory. Aujourd'hui, plus que jamais, nous allons vigoureusement utiliser tous les moyens pour protéger cette franchise. » Alors que tout annonce une prochaine grande bataille juridique, c'est sans surprise les intéressés se retrouvent devant la justice. La bataille qui oppose Sony, McClory et son entreprise Spectre Associates à MGM, Danjaq est colossale. Et la conclusion finale ne sera apportée qu'en 2001. Le clan MGM dépose plainte pour contrefaçon d'une marque déposée et compétition déloyale. À cette époque, MGM est en mauvaise posture financière. Bon, j'ai l'impression que ça dure depuis toujours. C'est courant, ça. Voilà. Et il compte vraiment sur Bond pour faire rentrer de l'argent.
Surtout qu'en 97, je crois d'ailleurs, oui, ça avait été, God Soto nous en avait parlé d'ailleurs en interview. Demain ne meurt jamais, à Bin Deadline, il fallait que ça sorte vers 97 pour que l'argent rentre dans les caisses. Et donc, apparemment, les rumeurs disaient aussi que les efforts de Sony pour monter un film de James Bond rival sont dus à un ancien dirigeant mécontent de la MGM qui serait parti avec des informations confidentielles sur la façon optimale d'exploiter la Non, mais je franchise sais, on sait Bond. qui c'est aujourd'hui. On sait qui c'est John Voilà. Calais. Donc je peux le citer. Voilà. Il n'attaquera pas en procès, il est mort. Voilà, Voilà. voilà. Je Facile d'attaquer les morts. ne l'avais pas mis dans mes notes, c'est pour ça. Donc la pré-production du film nommé Warhead 2080 par Sony avait démarré. Et la MGM demande donc une injonction préliminaire parce que Sony avait effectivement commencé à travailler sur le film. Et malheureusement pour McClory, la justice tranche en faveur de MGM. Le 30 juillet 98, la Major obtient une injonction arrêtant toute pré-production d'un film hors série de Bond jusqu'à ce que les tribunaux aient rendu leur décision finale. Pour Warhead, c'est donc le début de la fin. Malgré son accroche, Sony décide de ne pas poursuivre ses plans sur James Bond et accepte un règlement à l'amiable avec la MGM en 99. Outre des dédommagements financiers pour les deux camps, Sony accepte de céder tous ses droits sur tout ce qui concerne James Bond, donc Casino Royale, en échange de la cession des droits partiels de la MGM sur Spider-Man. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que Sony distribuera finalement les 4 premiers films avec Daniel Craig. Et même plus curieux de ça, la MGM, par un hasard, une coïncidence, remettra en 99-2000 la main sur le catalogue d'Orion Pictures qui avait distribué et produit Tout à Jamais fait. plus jamais. Donc Tout la à fait. boucle était bouclée, tout était réglé, il n'y avait plus de problème. Eh bien, merci beaucoup, Jesse. Eric, encore lui, il vous dit tout sur les scènes coupées de Jamais plus jamais, et je crois qu'il y en a eu pas mal. À tout de suite.